commence par le partage. Voilà. Donc, on s'est arrêté l'autre jour sur l'implémentation des structures de graphes. Donc, un graphe est une structure logique qu'on peut implémenter de différentes manières. On a vu ensemble trois exemples possibles d'implémentation et on a vu que l'intérêt de l'implémentation ou le choix de l'approche d'implémentation dépend fortement du graphe et de son utilisation. Mais quelle que soit l'implémentation retenue, elle doit nous garantir de pouvoir identifier tous les éléments du graphe, c'est-à-dire les successeurs, les prédécesseurs, la pondération, la possibilité de reconnaître et d'identifier le cheminement, et aussi de nous garantir un parcours optimisé aussi et une occupation mémoire qu'il est également. C'est-à-dire, dans notre implémentation du graphe, on doit faire attention au temps et à l'espace. C'est-à-dire trouver un bon équilibre entre le temps et l'espace pour qu'on puisse pleinement bénéficier de cette implémentation dans les différents algorithmes de manipulation de graphes. Donc, la structure suivante qui nous intéresse, ou la structure logique qui nous intéresse, c'est les arbres. Alors, un arbre, c'est un graphe qui est non orienté. C'est un graphe particulier pour lequel la racine impose un sens de parcours. Donc, ce n'est pas un graphe quelconque ou ce n'est pas des interconnexions quelconques, mais vous avez un sens de parcours qui est prédéfini ou qui est préétabli par la racine. C'est-à-dire qu'à partir de la racine, on peut rejoindre ou accéder à n'importe quel sommet de l'arbre avec un parcours à partir de la racine, éventuellement jusqu'aux feuilles. Deux sommets quelconques sont toujours reliés par une unique chaîne élémentaire et cette chaîne élémentaire doit impérativement passer par la racine pour pouvoir rejoindre ou lier deux sommets entre eux dans l'arborescence. Alors, comme on a vu un certain nombre de propriétés sur les graphes, les arbres aussi possèdent un certain nombre de propriétés, à savoir, donc la racine de l'arbre, c'est un sommet particulier, c'est le seul sommet qui ne possède pas de prédécesseur. Tous les autres sommets de l'arbre peuvent avoir un prédécesseur et un ensemble de successeurs. On parle de sommet ou de nœud lorsqu'il s'agit ou lorsqu'on manipule la notion d'arbre. Donc, le lien des nœuds avec ses prédécesseurs, on appelle ça des ancêtres ou des parents. Et le lien vers les successeurs, on appelle ça les descendants ou bien les fils. Le seul nœud qui ne possède pas de racine, c'est un nœud, pardon. Le seul nœud qui ne possède pas de prédécesseur, c'est la racine. Et les nœuds qui ne possèdent pas de successeur, on appelle ça des nœuds externes ou des feuilles. Les nœuds intermédiaires qui ont un successeur et un prédécesseur et un ensemble de successeurs, on appelle ça des nœuds internes. Si je m'intéresse à un sous-arbre en X, c'est-à-dire je m'intéresse à l'arbre qui considère X comme racine, ou sous-arbre qui considère X comme racine, et il est composé des descendants de X, c'est-à-dire les successeurs de X jusqu'à arriver aux feuilles. Comme pour le degré d'un graphe, le degré d'un sommet dans un graphe, on peut définir le degré d'un nœud dans un arbre, il représente le nombre de ses fils. La profondeur d'un nœud, c'est le chemin entre la racine et le nœud, c'est-à-dire la distance qui sépare le nœud à la racine. Et si je m'intéresse à la hauteur de l'arbre, elle correspond à la profondeur maximale d'un nœud. Dans certains exemples de pratique, on peut avoir recours à des arbres ordonnés ou à des arbres partiellement ordonnés, comme pour le tas. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'ordre est définie entre les éléments dans l'arborescence. C'est-à-dire les éléments dans l'arborescence ne sont pas représentés ou insérés de manière
arbitraire ou de manière aléatoire. On insère les éléments en respectant une certaine relation d'ordre total ou bien partielle. Elle est totale si elle permet d'exprimer la relation entre tous les nœuds de l'arborescence, et elle est partielle si elle représente une relation entre la racine et ses successeurs, par exemple, lorsqu'il s'agit de la structure d'un tas. Alors, on va s'intéresser dans un premier lieu à un arbre binaire, c'est-à-dire la représentation d'un arbre binaire et aussi les algorithmes de parcours pour l'arbre binaire. Ensuite, on va généraliser les algorithmes de parcours à un arbre quelconque. Donc, un arbre binaire est défini de manière récursive par ne contenant aucun nœud, donc il s'agit d'un arbre vide, ou bien il est formé de trois ensembles disjoints de nœuds, la racine, le sous-arbre gauche, qui est un arbre binaire, et le sous-arbre droit, qui est aussi un arbre binaire. Donc, c'est une définition récursive que vous avez ici. Alors, un arbre binaire est plus qu'un arbre ordonné parce que le sens du parcours, il est imposé par la représentation des sommets ou des sous-arbres gauche et des sous-arbres droits. On peut avoir un arbre binaire complet qui a ou bien deux fils ou bien aucun des deux, c'est-à-dire soit les successeurs sont les deux présents ou bien aucun des deux n'est présent. On appelle ça un arbre binaire complet. Un arbre binaire classique, c'est un arbre binaire pour lequel le nombre de successeurs est compris entre 0 et 2. Un arbre NR, c'est le cas général, c'est le cas où le degré d'un nœud est égal à n. C'est-à-dire qu'un nœud particulier ou n'importe quel nœud de l'arborescence peut avoir jusqu'à n successeurs. Dans la version simple d'un arbre binaire, on peut l'implémenter et le représenter par une liste doublement chaînée. Donc, on va éclater l'arborescence pour la représenter sous forme d'une liste doublement chaînée. On s'intéresse maintenant au parcours. Pour parcourir une arborescence, vous avez deux manières. Soit on parcourt par profondeur, soit on parcourt par largeur. Un parcours en profondeur consiste à descendre dans l'arborescence jusqu'à atteindre les feuilles et à partir des feuilles, se brancher sur une autre branche non encore explorée jusqu'à ce qu'on puisse parcourir toutes les branches de l'arborescence. C'est-à-dire on va parcourir branche par branche. Dans un parcours en largeur, on va visiter tous les nœuds de profondeur I avant de passer à la visite d'une profondeur I plus 1. Donc, on va faire un parcours niveau par niveau. Dans une exploration ou un parcours en profondeur, on va utiliser une pile pour pouvoir se brancher sur le prochain sommet ou la prochaine branche. Et dans une exploration en largeur, on va utiliser une file. Donc, pour avoir un parcours FIFO sur les niveaux un par un, partir de la racine jusqu'à arriver au dernier niveau qui contient que des feuilles uniquement. Donc, les algorithmes de parcours, on va les voir dans un cas binaire et on verra à la fin comment on va pouvoir les généraliser pour un parcours d'un arbre quelconque. Alors, vous avez ici l'algorithme de parcours en largeur. Donc, il est assez court et assez simple. Vous avez ici la version itérative. Pourquoi la version itérative? Parce que la version itérative permet de voir le fonctionnement de la file pour le parcours. Donc, tout le parcours va se faire à partir de la file. Tous les sommets vont être enfilés dans la structure pour être traités dans l'ordre de leur apparition. Donc, la file, vous savez très bien qu'elle implémente le principe FIFO. Donc, on va les enfiler dans l'ordre dans lequel ils auront besoin d'être traités. Donc, la racine, ensuite les successeurs de la racine, ensuite les successeurs des successeurs de la racine, ainsi de suite dans l'ordre. Ils seront enfilés dans la file en question. Donc, le parcours commence à partir de la racine. Donc, on va enfiler la racine. Et tant que la file n'est pas vide,
on va récupérer la racine, c'est-à-dire la défiler ou la supprimer de la file, afficher la valeur. Ici, c'est un parcours dans un but d'affichage, mais vous pourrez remplacer l'instruction d'affichage par n'importe quel traitement nécessaire. D'accord? Donc, c'est la version la plus simple du parcours, c'est un parcours dans un but d'affichage. Donc, on récupère le sommet courant, on le traite, c'est-à-dire on l'affiche, on récupère ses successeurs. Si le fils gauche est différent de nil, c'est-à-dire il existe, on va l'enfiler. Si le fils droit existe, on va l'enfiler aussi. Donc, tout le parcours est basé sur l'utilisation de la file et tous les nœuds intermédiaires vont être enfilés dans l'ordre de leur apparition par rapport au parcours. Donc, au fil du temps, la file, elle va se remplir par les nœuds intermédiaires non encore explorés. À chaque exploration d'un nœud, on va pouvoir déterminer ses successeurs et l'insérer en fin de fil. À l'issue du parcours, on va être face à des nœuds de type feuille, c'est-à-dire qui n'ont pas de successeur. Donc, en termes de l'algorithme, on va avoir uniquement à défiler les nœuds et à les afficher. Il n'y a aucun successeur qui puisse être enfilé. Et donc, c'est ce qui va garantir que la file va concrètement se vider à la fin. D'accord? Donc, le parcours s'arrête lorsqu'on est face à une file qui est vide. OK? Est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui ou non? C'est clair pour tout le monde? Je vais voir s'il n'y a pas de questions. D'accord. Alors, si je m'intéresse maintenant à la complexité de cet algorithme ou de cette boucle, donc elle évolue de manière séquentielle par rapport au remplissage de la file. Donc, initialement, vous avez la racine qui est dans la file et au fur et à mesure du parcours, des éléments successeurs vont être insérés dans la file. La file ou le vidage de la file est assuré grâce à la méthode défilée qui va permettre de récupérer un élément à la fois à partir de la file. Donc, chaque nœud de l'arborescence sera inséré une seule fois dans cette file pour qu'il puisse être traité et il sera remplacé par ses successeurs. Donc, la taille de la file correspond ou le nombre d'itérations, puisque chaque élément est traité, chaque itération, on traite un seul élément. Le nombre d'itérations de la boucle correspond à la taille de la file ou au nombre d'éléments qui vont atterrir dans cette file. Et le nombre d'éléments qui vont atterrir dans cette file correspond exactement au nombre de nœuds dans l'arborescence. Donc, la complexité de cet algorithme est linéaire par rapport au nombre d'éléments dans la file et qui correspond aussi au nombre d'éléments dans l'arborescence. Si, au lieu d'avoir le nombre d'éléments dans l'arborescence, l'information connue, c'est le nombre de niveaux de l'arborescence, à ce moment-là, pour chaque niveau, on va avoir deux successeurs par rapport aux éléments du niveau précédent. Donc, le nombre maximal de sommets qu'on peut avoir dans un arbre à un niveau est exponentiel par rapport au nombre de niveaux. Donc, l'algorithme de parcours en largeur est linéaire par rapport au nombre de sommets et il est exponentiel par rapport au nombre de niveaux. De toute manière, si on a le nombre de sommets, on peut déterminer le nombre de niveaux comme étant logarithme base 2 de n. On a déjà eu à effectuer ce calcul pour
pour l'arbre binaire qui correspond à un tas. Donc, je reprends pour ce point. La complexité du parcours est linéairement proportionnelle par rapport à la taille de l'arborescence en nombre de sommets et elle est exponentielle par rapport au nombre de niveaux dans l'arborescence. Donc, à vous de voir quelle est la donnée du problème et avec quoi vous allez représenter la complexité selon le cas et selon la situation. Est-ce que c'est compris? C'est compris, oui ou non? D'accord. Donc, là, c'est par rapport à la version binaire du parcours. Et la version binaire du parcours, elle se base sur une file. Parce qu'il s'agit d'un parcours en largeur. Nous allons maintenant considérer le parcours en profondeur. Et dans le parcours en profondeur, vous avez 3 modes de parcours en profondeur. Le parcours préfixé, le parcours postfixé et le parcours infixé. Préfixé signifie traitement au préalable. Postfixé, c'est un traitement au dernier recours. Et infixé, c'est un traitement par rapport au nœud intermédiaire. Donc, préfixé, c'est un parcours en profondeur qui est descendant. Postfixé, c'est un parcours en profondeur qui est ascendant. C'est-à-dire, on commence des feuilles et on remonte jusqu'au nœud racine. Le parcours infixé, c'est un parcours balancé dans lequel je traite le sous-arbre gauche, ensuite je traite la racine pour passer au traitement du sous-arbre droit. D'accord? Donc, dans le parcours préfixé, on commence par traiter la racine pour ensuite traiter le sous-arbre gauche et terminer le parcours par le sous-arbre droit. C'est-à-dire que je traite au fur et à mesure que je parcours les éléments, de haut en bas et de gauche à droite. Le parcours postfixé, c'est un parcours qui est ascendant. Donc, je vais d'abord traiter le sous-arbre gauche, pour ensuite traiter le sous-arbre droit, pour ensuite traiter la racine en dernier. Donc, c'est un parcours ascendant de gauche vers la droite jusqu'au nœud racine. Le parcours infixé, donc c'est un parcours balancé. Je traite d'abord le sous-arbre gauche, ensuite la racine, et je termine par le traitement du sous-arbre droit. Alors, algorithmiquement parlant et par rapport au parcours, vous allez voir qu'il y a une différence minime entre les algorithmes pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un parcours préfixé, postfixé ou infixé. La différence entre les 3 algorithmes de parcours réside dans le déplacement de l'instruction d'affichage. On va commencer d'abord par voir l'algorithme préfixé, le détailler, le décortiquer. Ensuite, on verra qu'est-ce que je dois changer dans l'algorithme préfixé pour obtenir la version postfixée et la version infixée. Alors, le parcours en profondeur se base sur une pile. Pourquoi? Parce que je dois descendre dans le parcours plutôt en suivant le chaînage jusqu'à atteindre les feuilles. Une fois que j'ai atteint la feuille, je dois revenir en arrière pour déterminer lequel des sommets est restant pour pouvoir l'explorer. D'accord? Donc, le parcours préfixé utilise une pile. Donc, on l'appelle préfixé. Ça signifie qu'on va traiter chaque sommet au premier passage. À chaque fois que j'accède à un sommet, je le traite. Ici, le traitement, c'est un affichage. Donc, je récupère la racine, j'affiche la valeur de la racine et je l'empile. Puisque je l'ai empilé, j'avance sur le fils gauche. Je suis au niveau de la racine. L'arbre contient au moins 3 éléments.
à savoir racine, fils gauche de la racine, fils droit de la racine. Donc, à partir de la racine, j'accède ou je démarre le parcours à partir du fils gauche et je vais dire tant que la pile n'est pas vide, ici vous avez deux boucles imbriquées. La boucle imbriquée externe, c'est par rapport à la gestion de la pile et la boucle interne, c'est par rapport au parcours d'une seule branche. Donc, à chaque fois que je rentre dans la boucle, je dois avoir un début de branche que je dois parcourir jusqu'à atteindre la feuille. Arrivé à la feuille, je dois déterminer la prochaine branche à parcourir et je reprends le processus jusqu'à ce que la pile, elle est vide. Donc, la pile, elle va contenir le parcours que je suis en train de faire, c'est-à-dire l'enchaînement des sommets que je suis en train de parcourir. Il va être empilé dans le sens du parcours. Donc, tant que le sommet courant est différent de nul, je vais afficher la valeur du sommet, je vais l'empiler et avancer à gauche. Donc, on continue toujours, avancer à gauche. Donc, c'est un parcours de haut vers le bas, de gauche vers la droite. La boucle interne s'arrête lorsque je suis sur le nul. Donc, j'arrive au nul, ça signifie que le parcours s'arrête. Je vais faire un seul pas en arrière, c'est-à-dire je dépile la feuille pour pouvoir la récupérer. Et j'ai mis en commentaire cas des feuilles. Donc, je récupère la dernière feuille qui vient d'être explorée. Cette feuille, et par rapport à cette feuille, je dois savoir où est-ce que je vais me positionner pour la prochaine branche. Donc, si cette feuille, c'est un fils gauche, je dois me positionner sur le fils droit adjacent. Si c'est un fils droit, je dois revenir en arrière pour déterminer le sous-arbre gauche qui a entièrement été traité, reste à traiter le sous-arbre droit correspondant. Donc, le parcours est fait de cette manière. Tant que l'élément qui se trouve en tête de pile, c'est le fils droit par rapport au sommet courant, que j'ai déjà dépilé dans 1. Donc, tout le nœud courant, c'est un fils droit, et tous les nœuds qui sont déjà présents dans la pile avant lui, c'est des fils droits. Ça signifie que je dois dépiler. Je dois dépiler et récupérer le nœud courant toujours dans 1. Le parcours s'arrête dans 2 situations. Soit j'ai atteint un fils gauche, soit la pile, elle est vide. La pile, elle va se vider ici si je suis sur l'extrémité la plus à droite, c'est-à-dire la dernière branche de l'arborescence. Je continue à dépiler parce que c'est toujours un fils droit jusqu'à ce que je puisse dépiler la racine. En sortant de cette boucle de retour arrière, donc parce que ici je suis en train de faire des retours arrière, si la pile, elle n'est pas vide, ça signifie que j'ai retrouvé un fils gauche pour lequel le sous-arbre a entièrement été traité, reste à se brancher au fils droit. Donc, je vais me brancher au fils droit de l'élément qui est en tête de pile. Donc, c'est à ce moment-là que je vais me brancher du côté gauche vers le côté droit du parcours. Et là, c'est un sommet frère ou bien un ancêtre fils droit. Si la pile, elle est vide, je vais mettre 1 égale à nul pour pouvoir sortir de la boucle et sortir du parcours pour dire que j'ai terminé le parcours. Donc, je n'ai plus besoin d'explorer une autre branche. Est-ce que vous avez compris l'algorithme et le parcours? Est-ce que vous avez compris le parcours? Ok, très bien. Donc, le parcours, il va se faire de la même manière, quel que soit le type profondeur. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, c'est de gauche vers la droite. Dans tous les cas, c'est de la racine vers les feuilles.
Ce qui va changer d'un parcours à un autre, c'est à quel moment je vais traiter le nœud. Ici, dans un parcours préfixé, le traitement des nœuds, c'est fait au premier passage. C'est-à-dire, dès que j'arrive sur un nœud, j'associe l'affichage à l'empilement. J'affiche le nœud et je l'intègre dans le parcours. D'accord? La même chose dans tout, par rapport à tous les nœuds. Au premier passage sur le nœud, je vais l'afficher et je vais l'empiler. Lorsqu'il va s'agir d'un parcours postfixé, on a dit que c'est un parcours qui est ascendant, c'est-à-dire c'est des feuilles jusqu'aux nœuds racines. Donc l'affichage ou le traitement des nœuds va être associé à l'étape de retour arrière, c'est-à-dire d'épilement. Une fois que j'ai terminé la partie inférieure de l'arborescence et que j'ai besoin de remonter vers les niveaux supérieurs, je vais pouvoir traiter le nœud. Ici, le traitement est associé à une opération d'affichage. Donc, je vais afficher, une fois que je détecte les feuilles, je vais afficher les nœuds intermédiaires une fois que j'ai terminé le traitement de la partie gauche et de la partie droite. Donc, il s'agit d'un retour arrière. D'accord? Pour le parcours infixé, l'affichage va avoir lieu au moment des feuilles pour traiter la partie gauche et les nœuds intermédiaires seront affichés non pas au moment du retour arrière, mais au moment où je vais décider de passer du sous-arbre gauche vers le sous-arbre droit. Donc ici, je vais traiter le nœud intermédiaire qui correspond à la racine courante. D'accord? Donc, c'est la principale différence entre les trois modes de parcours, préfixé, postfixé et infixé. Donc, préfixé, je traite le nœud au premier passage et donc j'associe l'affichage ou le traitement des nœuds avec l'empilement dans la pile du parcours. Et dans un parcours postfixé, j'associe le traitement avec le retour arrière, c'est-à-dire d'épiler. Et dans un parcours infixé, j'associe l'affichage ou le traitement des nœuds avec l'identification des feuilles et avec l'identification des nœuds intermédiaires au moment de se brancher du côté gauche, du côté droit, sachant que j'ai terminé de traiter le sous-arbre gauche correspondant. Parce qu'un parcours infixé, c'est un parcours équilibré ou bien balancé entre le côté gauche et le côté droit. Est-ce que vous avez compris les algorithmes de parcours? Est-ce que vous avez compris les algorithmes de parcours? Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, madame, vous pouvez répéter le parcours infixé? Oui, bien sûr. Je vais reprendre le parcours infixé. Alors, le parcours infixé, donc je disais, c'est un parcours balancé entre le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Par rapport aux autres parcours, je traite le sous-arbre gauche, je remonte à la racine pour la traiter, ensuite je passe au traitement du sous-arbre droit. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'algorithme? Donc je vais traiter la branche jusqu'à arriver à la feuille. En arrivant à la feuille, si c'est une feuille gauche, je dois me brancher sur le sous-arbre droit et à ce moment-là, puisque j'ai terminé avec le côté gauche, je dois traiter la racine courante ou le nœud intermédiaire courant à ce moment-là. C'est pour ça que l'affichage, il a eu lieu au même moment que je dois me brancher vers le côté droit. Donc, c'est uniquement à ce niveau que je me branche vers un fils droit. Sinon, c'est toujours de gauche à droite.
Donc, tant que je continue à traiter le sous-arbre gauche, je vais afficher uniquement en arrivant aux feuilles. Si je me branche du côté gauche vers le côté droit, je vais d'abord traiter la racine. Donc, les feuilles qui se trouvent à droite ou bien les nœuds intermédiaires qui se trouvent à droite seront affichés soit au moment d'arriver à la feuille, soit au moment de se brancher du côté gauche vers le côté droit. Mais ce qui est sûr, c'est que les nœuds intermédiaires vont être traités avant de se brancher au sous-arbre droit correspondant. Parce que c'est à la prochaine itération qu'on va commencer le parcours à partir du sous-arbre droit. D'accord? Et tout le parcours se fait grâce à la pile. Donc, on va empiler les sommets dans l'ordre de leur apparition par rapport au parcours pour pouvoir anticiper ou envisager le retour arrière. Alors, dans la version récursive, vous n'avez pas besoin de considérer ou de voir le comportement de la pile parce que ça se fait de manière cachée, abstraite par rapport à vous. C'est l'enchaînement entre les appels récursifs qui va gérer cette histoire de pile et ces histoires de retour arrière. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré vous donner la version itérative directement pour que vous puissiez mieux comprendre comment se fait ce branchement entre le côté gauche et le côté droit. Donc, ce n'est pas le côté droit de la racine, mais c'est le fils droit d'un sommet courant pour lequel le sous-arbre gauche a entièrement été traité, reste à traiter le sous-arbre droit. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Ok, très bien. Donc, si vous avez compris le parcours, on va maintenant voir comment on peut généraliser ce parcours. C'est-à-dire que les algorithmes que vous avez ici considèrent un arbre binaire. Si j'ai maintenant un arbre quelconque, comment je vais pouvoir bénéficier de ces algorithmes pour effectuer un parcours. Alors, on commence d'abord par la généralisation d'un parcours en largeur. Donc, dans le cas binaire, on avait deux successeurs, soit le fils gauche, soit le fils droit. Ici, au lieu d'avoir deux successeurs, je vais avoir une file de successeurs qui peut contenir jusqu'à un successeur. Donc, chaque nœud intermédiaire dans sa structure, je ne vais pas avoir une liste chaînée, mais je vais avoir un nœud avec un pointeur sur une liste ou sur une file de successeurs. Parce que chaque nœud peut avoir plusieurs successeurs, jusqu'à n successeurs dans le cas quelconque. Et le nombre de successeurs n'est pas forcément le même pour tous les nœuds. Donc, on est vraiment dans un cas qui est vraiment général. Donc, ce qui va changer, c'est le traitement d'un nœud. On empile toujours la racine, on enfile toujours la racine et on doit parcourir tant que la file, elle n'est pas vide. On va, au moment de traiter un nœud récupéré à partir de la file, on va le défiler, on va l'afficher et on va récupérer ses successeurs, s'ils existent, pour pouvoir les enfiler dans la file du parcours. Donc, tant qu'il existe des successeurs, c'est-à-dire l'ensemble des successeurs des fils de 1 est différent de nil, on va défiler un successeur à partir de l'ensemble
successeur ou fils de A et on va l'enfiler dans l'ensemble ou dans la file du parcours. C'est-à-dire, on récupère un successeur, on le met dans la file du parcours et on va le faire dans l'ordre pour tous les successeurs d'un nœud donné. Donc, traiter un nœud pour un parcours en largeur dans le cas quelconque revient à le récupérer de la file et insérer dans la file ses successeurs dans l'ordre de leur apparition dans l'ensemble des fils. Donc, c'est uniquement ce qui va changer par rapport à la généralisation. En termes de complexité, vous allez avoir la même complexité que le parcours en largeur dans le cas binaire. C'est-à-dire que c'est toujours linéaire par rapport au nombre de nœuds et c'est exponentiel par rapport au nombre de niveaux. Dans le cas binaire, c'était 2 à la puissance n, sachant que n, c'est le nombre de niveaux. Ici, puisque je peux avoir jusqu'à m successeurs dans l'ensemble, donc ça va être m à la puissance n pour la complexité du parcours. M étant le nombre de successeurs maximal et n étant le nombre de niveaux maximal aussi dans cette arborescence. D'accord? Aussi, un autre point qu'on n'a pas encore discuté ou que j'ai oublié de discuter avec vous pour le parcours en profondeur, c'est aussi la même complexité parce que c'est toujours basé sur une structure de piles pour effectuer le parcours. Donc ici, vous avez une boucle, vous avez deux boucles imbriquées, c'est-à-dire une boucle externe qui contient deux boucles séquentielles. Donc, vous avez une boucle pour l'exploration d'une branche jusqu'à arriver à la feuille et une autre boucle éventuellement de retour arrière pour remonter jusqu'au pire, jusqu'à la racine. Et donc, c'est la même complexité par rapport à la taille de la pile. D'accord? Donc, c'est linéairement proportionnel à la pile. Si la pile, elle contient un élément, ici, vous avez 2 fois n. Pourquoi 2 fois n? Parce qu'il y a un premier parcours pour l'exploration et le deuxième parcours pour le retour arrière. Maintenant, si ce qu'on connaît, c'est le nombre de niveaux, c'est aussi 2 fois exponentiel par rapport au nombre de niveaux. Donc, c'est 2 à la puissance n plus 1 ou bien m à la puissance n dans le cas général. Donc, c'est 2 fois m à la puissance n. Ce qui est sûr, c'est que c'est 2 fois le même parcours. Pourquoi? Parce que ici, il y a la notion de retour arrière. Donc, je parcours un même sommet 2 fois. Un premier passage dans un sens de descente et un deuxième passage dans le sens de retour arrière pour déterminer la prochaine branche à explorer. Mais en termes de complexité, c'est le même parcours. Par contre, en termes de mémoire, l'utilisation de la pile va être plus optimisée que l'utilisation de la file parce que dans un parcours en largeur, je risque de rapidement déborder dans le parcours parce que la taille de la pile, de la file, elle est exponentielle. Mais lorsque je fais une exploration en profondeur, au niveau de la pile, je ne vais garder qu'une seule branche, c'est-à-dire la branche en cours de parcours. Et donc, à aucun moment, je ne vais avoir une saturation dans cette structure de données, contrairement à un parcours en largeur. D'accord? Mais en termes de temps, il reste quand même équivalent. Donc, voilà le point que je n'avais pas abordé par rapport au parcours. Pour la généralisation du parcours préfixé, postfixé et infixé, là aussi, c'est la même chose. Je n'ai pas un fils gauche et un sous-arbre gauche que je traite pour passer au sous-arbre droit. J'ai un ensemble de fils. Et donc, je vais parcourir les fils un par un, les sous-arbres des fils un par un avant de passer au nœud adjacent.
Et donc, concrètement, je vais devoir défiler le fils pour déterminer la prochaine branche à explorer, par quel nœud elle commence. Ensuite, descendre sur le même successeur de gauche vers la droite et de haut jusqu'en bas. Au moment d'arriver sur une feuille, je vais me brancher sur le prochain successeur si le nœud courant possède des successeurs. Si le nœud courant possède des successeurs, je vais me brancher sur le prochain successeur. Si le nœud courant ne possède plus de successeurs, donc je vais dépiler le nœud et revenir en arrière jusqu'à ce que je puisse localiser la prochaine branche à explorer. Donc voilà ce qui va changer entre un parcours binaire et un parcours NR. Est-ce que vous avez compris le principe? C'est compris, oui ou non? Oui, d'accord. Alors, le dernier type d'arbre auquel on va s'intéresser, c'est un arbre binaire de recherche. Alors, c'est un type d'arbre pour lequel vous avez une relation d'ordre qui est globale. C'est une relation d'ordre qui permet d'ordonnancer tous les éléments de cette arborescence. Donc, les fils gauche sont toujours plus petits que la racine et les fils droit sont plus grands que la racine. Ça vous rappelle un peu l'histoire du pivot dans le tri rapide. En fait, une des implémentations du tri rapide consiste à utiliser un arbre binaire de recherche. Donc, le parcours en profondeur d'abord, un fixé d'un arbre binaire de recherche permet l'affichage des clés des éléments par ordre croissant. Donc, ça vous permet d'avoir un ordre, un ensemble trié. Alors, un arbre binaire de recherche est utilisé principalement pour la recherche, c'est pour ça qu'on l'appelle arbre binaire de recherche. Donc, si on veut chercher un élément en particulier, sur la base de la comparaison de cette valeur ou de ce nœud avec les nœuds intermédiaires, on peut décider est-ce qu'on va plutôt se brancher à gauche ou bien à droite selon la valeur de la clé. Donc, c'est soit on cherche dans le sous-arbre gauche, soit on cherche dans le sous-arbre droit. Et donc, de cette manière, on va effectuer un parcours ou une recherche qui est dichotomique. Donc, de cette manière, la recherche d'un élément dans l'arborescence ne nécessite pas de parcourir toute l'arborescence, mais de parcourir une seule branche uniquement, délimitée de la racine jusqu'au nœud. Soit on trouve l'élément correspondant et donc on l'a localisé, soit on a trouvé autre chose à sa place et donc on est sûr que l'élément n'existe pas. Donc voilà la particularité d'un arbre binaire de recherche. Si on est face à un arbre binaire de recherche qui est équilibré et qui a la même configuration qu'un tas, on peut très bien l'implémenter sous forme d'un tableau. En réalité, une des améliorations ou une des adaptations de l'algorithme de tri rapide, c'est de rechercher le pivot en utilisant un arbre binaire de recherche. C'est-à-dire, comme on a fait pendant le tas, ou dans l'utilisation du tas pour le processus de tri, on a commencé par créer le tas, ensuite déplacer les éléments vers l'extrémité droite puisqu'on a trouvé le maximum. Ici, on va créer un arbre binaire de recherche dans la structure du tableau physique. C'est-à-dire qu'on va déplacer les éléments de telle manière à ce que
Au niveau des nœuds intermédiaires, on va toujours avoir des valeurs intermédiaires entre le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. La création d'une telle arborescence va nous permettre d'obtenir un tableau qui est trié. Et donc, ça fait partie des adaptations de l'algorithme de tri rapide. Donc, ce n'est pas vraiment un algorithme de tri rapide auquel on a défini une approche de sélection du pivot, mais c'est une adaptation du même principe de tri rapide, mais en bénéficiant de la structure d'un arbre binaire de recherche. Est-ce que vous avez compris le principe? C'est compris, oui ou non? Ok. Donc, avec ça, on a terminé. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Parcours infixé. Et là, vous avez la fonction de recherche. Oui, la fonction de recherche dont j'ai parlé par rapport à un nœud donné. Donc, soit on recherche à gauche, soit on recherche à droite. Mais ce qui est sûr, c'est que la recherche, elle ne concerne qu'une seule branche uniquement. Donc, avec ces algorithmes par rapport à l'arbre binaire de recherche, ici, vous avez une insertion. Lorsqu'on insère un élément, on insère un élément par rapport à l'ordre du tri. Donc, je parcours l'arborescence à la recherche de la bonne position pour insérer l'élément correspondant en respectant l'ordre du tri. Alors, ce processus d'insertion ne tient pas compte d'un arbre équilibré, c'est-à-dire je suis dans le cas général, un arbre quelconque implémenté par le biais d'une liste doublement chaînée. S'il s'agit d'un arbre binaire implémenté dans un tableau, le processus de tri, d'insertion, il est différent. Il ressemble un peu à une insertion dans un tas, sauf que le réagencement des éléments ne tient pas que d'une seule branche, c'est-à-dire qu'on doit rééquilibrer l'arborescence pour tenir compte de la relation d'ordre total qui est exprimée ici. Donc, le tamisage, il va concerner un sous-arbre complet pour pouvoir redéfinir ou déplacer la valeur à la bonne position et pour ne pas altérer l'ordre initialement établi. D'accord. Alors, de toute manière, vous allez trouver un exercice, pas en TD, mais un exercice que j'ai déjà donné en sujet d'examen, qui est déjà sur le Drive, qui traite de la question, c'est-à-dire l'implémentation d'un arbre binaire de recherche sous forme d'un tableau, en s'inspirant des algorithmes de tamisage et de création de tas, comment on peut créer cette structure et comment on peut garantir les opérations d'insertion et de suppression dans cette structure. Donc, si vous pouvez revenir vers ces algorithmes et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. Donc, la dernière structure qui nous intéresse, c'est la structure d'index et la structure de dictionnaire. En fait, la structure qui nous intéresse le plus ici, c'est la structure de dictionnaire. Un dictionnaire, ça peut être des mots dans un langage, ça peut être une table de routage, ça peut être une liste noire d'adresses IP, ça peut être une liste noire d'URL, ça peut être une liste noire d'utilisateurs, ça peut être une liste noire de signatures d'antivirus. Le plus important, la notion de dictionnaire, c'est une structure de données qui contient des données dans la majeure partie des cas textuels, c'est-à-dire c'est des données qui sont non structurées et c'est des données qui sont figées dans le temps, c'est-à-dire qui sont rarement amenées à évoluer et on appelle dictionnaire parce que c'est un référentiel. C'est un référentiel vers lequel on revient pour vérifier est-ce qu'un élément donné existe ou non dans le dictionnaire. Par exemple, si je m'intéresse au dictionnaire d'une langue, dans le dictionnaire, vous avez l'écriture des mots,
c'est-à-dire l'orthographe exacte du mot, et vous avez une description ou une signification. Parfois les synonymes, les antonymes, etc. Donc, les mots qui existent dans les dictionnaires évoluent rarement, donc on a rarement besoin d'ajouter ou de supprimer des mots dans le dictionnaire. Et si j'accède au dictionnaire, c'est pour pouvoir déjà vérifier l'orthographe du mot et éventuellement chercher la définition du mot si c'est un mot qui n'est pas très répandu. Donc, la tâche de base ou la fonctionnalité de base dans cette structure de dictionnaire, c'est la recherche de l'appartenance ou non d'un élément dans l'ensemble. Donc, c'est un ensemble de données qui n'est pas structuré. Dans la majeure partie des cas, c'est des données qui sont textuelles. C'est des données que j'ai besoin de représenter de manière à ce que le processus de recherche puisse être le plus accéléré possible, c'est-à-dire le plus optimisé possible. Idéalement, ça doit être O de 1. Mais pour avoir ce O de 1 et pour garantir ce O de 1, il y a des choses à mettre en place. On verra au fur et à mesure. Donc, ce qui m'intéresse le plus dans cette structure de données, c'est que la recherche soit la plus optimisée possible. Donc, je dois définir la structure de données au niveau physique pour sauvegarder ces données. Je dois être capable d'accéder à un élément pour le rechercher. Je dois aussi être capable, éventuellement, de parcourir cet ensemble d'éléments, au pire, pour rechercher est-ce qu'un élément existe ou non. D'accord ? Donc, ensuite, en dernier lieu, je peux éventuellement envisager des opérations de mise à jour. C'est des opérations qui sont très rares, mais l'opération de base, c'est beaucoup plus la recherche. Donc, la première idée, c'est de considérer un index, c'est-à-dire que c'est comme un sommaire dans un dictionnaire. Et je vais dire dans l'index, le premier mot existe à telle position, le deuxième mot existe à telle position, le troisième mot existe à telle position, et ainsi de suite. Donc, je vais avoir une sorte de table de mise en correspondance entre la position d'insertion dans cet ensemble et le contenu. De cette manière, je vais avoir une certaine structuration dans cet index et rechercher un élément dans l'ensemble revient à parcourir l'index. Là aussi, je n'évite pas le parcours qui est séquentiel. D'accord ? Pour éviter ce parcours qui est séquentiel, j'ai besoin d'avoir des fonctions d'adressage qui me permettent d'associer à chaque entrée de l'index ou à chaque élément sa position concrète d'insertion pour permettre d'y accéder s'il existe et pour permettre d'être sûr qu'il n'existe pas, le cas échéant. Donc, rechercher dans un dictionnaire ou rechercher dans un index, ça doit être la même chose. Sauf que dans l'index, j'ai besoin de considérer ou de représenter les occurrences ou les positions d'un ensemble de mots d'un texte, d'un ensemble de textes. Donc, rechercher un mot dans le dictionnaire va être équivaut à rechercher sa première occurrence. Ensuite, les autres occurrences, si j'ai besoin. Dans le cas où j'ai plusieurs occurrences. Mais si je considère que l'index, il est dynamique, on peut autoriser l'insertion de nouveaux mots à l'index actuel. Donc, les opérations de base dans un index vont généraliser, les opérations de base dans un index vont généraliser les opérations de base dans un dictionnaire. Mais là, ça ne suffit pas non plus, parce que le parcours, il est inévitable. Au lieu de parcourir le dictionnaire, je vais parcourir l'index du dictionnaire. Donc, au lieu de parcourir toutes les pages du dictionnaire, je vais quand même parcourir de manière séquentielle le sommaire pour localiser la lettre que je souhaite. Ensuite, une fois que je localise la lettre, je dois accéder au dictionnaire et feuilleter quand même les pages pour pouvoir retrouver le mot en question. Donc, pour éviter ce parcours séquentiel, j'ai besoin de me baser sur des techniques de hachage pour une implémentation plus efficace. C'est-à-dire quoi ? Une fonction de hachage qui existe dans les structures de données et qui existe aussi qui sont très utilisées dans la cryptographie, elle permet d'associer une clé ou un hash
à une donnée en entrée qui est textuelle. Et vous avez une multitude de fonctions de hachage qui sont prédéfinies. Par exemple, MD5. C'est des fonctions de hachage qui permettent d'associer une valeur numérique, dans la majeure partie des cas entière, à une donnée textuelle introduite en entrée. L'inconvénient de ces méthodes de hachage qui sont standards et qui sont prédéfinies, c'est qu'ils appliquent les mêmes méthodes à toutes les données, à tous les types de données. Donc, vous pouvez avoir un H qui est très grand pour des données relativement réduites, ou un H très petit pour des données qui sont très grandes. Donc, pour avoir une représentation plus efficace et une implémentation plus efficace, il est important que vous définissiez vous-même votre fonction de hachage. C'est-à-dire une fonction de hachage que vous définissez vous-même en vous basant sur les données et la particularité des données que vous utilisez. Par exemple, si dans votre ensemble de données, vous constatez qu'il y a un préfixe ou il y a un sous-mot qui apparaît souvent dans plusieurs éléments. Et donc, la présence de ce sous-mot risque de vous gêner dans la représentation de ce hachage. Parce que s'il y a des parties qui sont communes entre les textes, ça peut conduire à des valeurs de H qui soient proches ou éventuellement égales. Donc, ça vous pose problème lorsque vous utilisez fonction prédéfinie. Mais si vous définissez vous-même votre fonction de hachage, en évitant de considérer ces zones, à ce moment-là, vous allez devoir définir une fonction de hachage qui est propre à vos données et qui va exactement contenir uniquement ou permettre de représenter uniquement vos données. Je sais que ça peut vous paraître flou parce que vous avez besoin d'un exemple. Mais malheureusement, dans ce type de données, l'exemple est vraiment proche des données. Donc, c'est plutôt une question d'implémentation que vous devez envisager et non pas un exemple au niveau théorique. Donc, s'il s'agit par exemple d'adresse IP et qu'une bonne partie d'adresse IP est dans la même classe, c'est-à-dire la classe A, vous allez définir une fonction de hachage propre à la classe A, une fonction de hachage propre à la classe B, une fonction de hachage propre à la classe C, et vous faites abstraction de la classe parce qu'elle est toute la même dans ces adresses IP. Et donc, c'est comme si vous allez faire une réduction de ces données et considérer uniquement la partie qui est indépendante dans toutes ces entrées de votre dictionnaire. Et donc, c'est comme si vous allez dire que mon ensemble de dictionnaire, je n'ai pas besoin de le représenter entièrement tel qu'il est. J'ai différents niveaux dans ce dictionnaire. Je peux d'abord commencer par identifier la classe de l'adresse IP. Ensuite, une fois que j'ai identifié la classe, je vais rechercher dans la classe de cette adresse IP en considérant la fonction de hachage que j'ai moi-même définie. Et de cette manière, vous allez devoir faire une étude au préalable de toutes vos données avant de pouvoir proposer et la fonction de hachage correspondante et la structure de l'index correspondante et le stockage en mémoire du dictionnaire. Donc, au fond, le dictionnaire, ça va être un tableau d'une certaine dimension. Chaque élément du tableau doit être inséré à une position I. Le I a été calculé sur la base du résultat de la fonction d'adressage que vous avez vous-même définie. Et c'est de cette manière qu'on peut implémenter une table de hachage et qu'on peut garantir aussi que j'ai une structure qui soit la plus optimisée possible et la plus efficace pour les recherches. Donc, rechercher l'existence ou non d'un élément dans la table de hachage revient à calculer la fonction d'adressage. J'accède à la position correspondante. Si je trouve un élément, alors il existe. Si je trouve nil, ça signifie que l'élément correspondant n'existe pas. Et donc, ça se fait vraiment en accès direct. Ça se fait directement. Ça se fait vraiment au 2A. Mais pour garantir ce O de A, il faut que la fonction d'adressage
puisse vraiment permettre l'association exacte entre l'élément, c'est-à-dire le contenu, et l'adresse d'insertion ou la position d'insertion dans le tableau de dictionnaire. Un dernier point qu'il faut rajouter par rapport à ces index ou à ces fonctions de hachage, puisqu'il s'agit de fonctions, c'est des fonctions qui sont mathématiques. Et donc, pour une même fonction mathématique, je peux avoir la même valeur de la fonction pour deux entrées différentes. Donc, le risque zéro n'existe pas et le hachage parfait n'existe pas. Donc, il est nécessaire aussi, dans l'étude et dans l'implémentation d'une table de hachage, de considérer le taux de collision, c'est-à-dire le nombre de données qui puissent générer cette situation, c'est-à-dire être dans un conflit par rapport à une position d'insertion, et aussi la technique à mettre en place si je veux gérer cette collision. Alors, parmi les techniques pour la gestion des collisions, alors, oui, parmi les techniques de gestion de collisions, donc vous avez deux grandes classes de techniques pour la gestion des collisions. Vous avez un hachage par chaînage ou bien un adressage ouvert. Alors, hachage par chaînage, c'est un hachage dans lequel, si je trouve plus d'un élément à la même adresse, je définis une structure de liste, c'est-à-dire je vais chaîner les éléments entre eux. Donc, à partir d'une position I, je ne vais pas trouver un seul élément, mais je peux trouver un enchaînement d'éléments qui sont censés se trouver à cette même adresse. Donc, ça m'évite d'avoir un écrasement et ça me permet d'avoir accès à tous les éléments qui sont censés se trouver à cette même adresse. Alors, c'est une méthode de résolution qui a fait ses preuves et qui est intéressante à mettre en place à condition que le nombre de collisions par adresse soit minime, généralement de l'ordre de 6%. Donc, si ça dépasse les 6%, vous allez perdre en performance de recherche, c'est-à-dire vous allez perdre le O de 1. La deuxième technique par adressage ouvert, qui est très utilisée dans les torrents et qui est aussi utilisée dans la blockchain, c'est un adressage ouvert, c'est-à-dire je vais avoir différents niveaux de hachage. Premier niveau de hachage, c'est celui qui a créé la première collision. Une fois que la collision s'est produite à une position donnée, je vais définir une nouvelle fonction de hachage pour cette position uniquement. Et je vais définir une nouvelle zone mémoire pour insérer les éléments qui ont provoqué la collision à cette position. Et je vais devoir le faire pour toutes les positions. L'avantage, c'est que lorsque j'accède à une position donnée, soit je vais trouver l'élément, soit je vais trouver une clé qui va servir pour le hachage dans l'autre structure. Donc, ça va permettre de créer une sorte de plusieurs niveaux de table de hachage qui sont dynamiques. Et à un moment donné, pour rechercher un élément dans ma structure, donc soit je trouve l'élément, soit je trouve une clé que je peux utiliser pour le recalcul d'une nouvelle clé pour avoir la position de l'élément et pour vérifier s'il existe ou non. Donc ça, c'est ce qui se fait au niveau de l'adressage ouvert. Donc, voilà ce que je voulais discuter avec vous par rapport à ce dernier type de structure de données. C'est les plus évolués et les plus élaborés. Et donc, leur implémentation est très, très, très proche des données. Donc, on a besoin de faire une étude statistique, une analyse approfondie sur les données avant de permettre leur implémentation au niveau physique. Et une fois qu'on a défini la méthode d'implémentation, on a besoin de discuter ou de repenser l'idée d'autoriser les opérations de suppression
et d'insertion. Lorsqu'il s'agit d'un hachage par chaînage, les opérations d'insertion et de suppression risquent d'altérer les performances. Mais lorsqu'il s'agit d'un adressage ouvert, on peut avoir des tables de hachage qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui peuvent évoluer dans le temps, sans aucun problème. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Madame, s'il vous plaît, D'accord. concernant la procédure de hachage, Oui, عندنا une table de hachage فيها les codes تاع hacher ou les données. hein, كيكون عندنا كي تجينا اون روكيت تاع ريشيرش زعما oui, نحكموا هذيك لا دوني نديروا لها الكود تاعها oui, ومن c'est بعد ça. من بعد راح نباركورير لا Non, طابل non, داشاج non, non, on ne parcourt pas. On a calculé la clé à partir de la donnée. On accède directement à la clé. sans parcourir les Sans codes parcourir, non, non, on ne doit pas faire de parcours. L'intérêt d'utiliser des tables de hachage, c'est de ne pas faire de parcours. C'est-à-dire, c'est un accès direct. D'accord. J'accède directement à l'élément. Soit je le trouve, soit je trouve nil. Par exemple, en Python, si vous travaillez avec la structure dictionnaire, soit vous trouvez l'élément, soit vous avez une exception. L'exception, c'est parce que vous avez accédé à un objet qui est nul. D'accord. D'accord? Donc, D'accord. je n'ai pas le droit de faire un parcours. Si je fais un parcours, je ne peux pas dire que je suis dans une table de hachage. Donc, ni je parcours l'ensemble des clés, ni je dois parcourir l'ensemble des éléments. Donc, au niveau physique, les éléments sont dans un tableau. Chaque élément est inséré à une position I. Mais la position I n'est pas arbitraire. Elle a été calculée sur la base de la clé du contenu. La clé du contenu, comment je l'ai obtenue? Je l'ai obtenue en définissant une fonction de hachage avec une étude préétablie sur les données. Donc, j'ai défini la fonction qui me correspond et qui correspond à mes données. Et cette clé va, plutôt cette fonction va, en injectant une donnée, me donner la clé qui lui correspond. Donc, dans mon tableau, c'est vrai que c'est une zone mémoire qui est contiguë. J'aurai certaines positions qui contiennent d'éléments, d'autres éléments qui sont vides, parce que c'est des éléments qui n'existent pas, tout simplement. Donc, les éléments qui existent, lorsque j'utilise ou je calcule la clé, je vais accéder à une donnée qui existe. Lorsque j'utilise une clé qui n'existe pas pour accéder à un élément, la case correspondante, je la trouverai à nil. Je ne trouverai rien du tout. Rien du tout ou aucune information qui est utile, aucune information qui est significative. À ce moment-là, je pourrais dire que l'élément n'existe pas. Donc, tout est basé sur l'utilisation de cette fonction d'adressage ou fonction de hachage. D'accord? D'accord, merci madame. Donc, au niveau de l'implémentation, entre le niveau physique et le niveau logique, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, contrairement aux autres structures de données qu'on a abordées. Donc, tout le travail et tout l'effort se fera au début, au moment de décider de la bonne fonction à retenir. Sinon, en termes d'implémentation, c'est un tableau d'une certaine dimension auquel j'associe une fonction d'adressage, auquel j'associe une fonction de gestion ou une méthode de gestion des collisions. Parce que je peux faire une étude, une démonstration comme quoi il n'y a pas de collision, mais j'ai dit le risque zéro n'existe pas. Puisque le risque zéro n'existe pas, donc il se peut qu'il y ait des collisions et donc je dois prévenir cette situation et dire que s'il y a une collision, voilà comment je propose de la traiter. Et ces trois éléments me permettent de dire que j'ai implémenté une bonne structure de hachage où j'ai défini une bonne table de hachage où j'ai défini une table de hachage. Donc, les tables de hachage qui sont prédéfinies, c'est-à-dire les H7 et HTable qui sont définies en Java et dict qui est défini en Python, c'est des tables de hachage, oui, mais qui utilisent des fonctions de hachage de type prédéfini. Si vous avez peu de données, le problème ne se pose pas parce que vous n'allez pas sentir l'inconvénient de ces fonctions de hachage prédéfinies. Mais si vous avez des données spécifiques et vous avez des tables de hachage volumineuses, vous risquerez d'avoir énormément de collisions et vous risquerez d'avoir une saturation de la table alors que, par définition, une table de hachage n'a pas de problème de saturation. D'accord?
Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci. C'est clair pour tout le monde? Ok, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouvera demain, Inch'Allah, pour la séance de TD en À quelle présentiel. heure, madame? 2h30 Ah, ou bien là, à 11h, à 11h20. à 11h. 11h20? Oui, à 11h20. Ok, merci. À 11h20. Ok, je vous remercie. Au revoir. Ouais.